trouvé, hein, c'est avec, comment on appelle le... Bouddha. Voilà, et puis c'est mieux, hein, c'est plus propre. Allez. Mais en même temps, il faut avoir du savon. Parce que après, ça, si vous juste nettoyez, et après. puis vous venez me donner la main, vous imaginez. C'est quand vous savez. Et la sensibilisation, elle est quand même Allez, importante. Hein. on va terminer on l'a le dit. mot de fin. Il vous revient, Félix Adéika. Oui, c'est bien, je vous remercie pour avoir choisi ce sujet d'importance. Et nous avons une occasion le 15 avril, là où... Le 15 octobre, vous voulez dire 15 octobre, Ouais. c'est la journée mondiale de lavage des mains. Je voudrais inviter vous, communicateurs, les autorités qui nous écoutent, surtout les autorités locales, à faire quelque chose à l'occasion de cette journée-là. À faire quoi? Ce que je vais demander, c'est simple, c'est de faire en sorte que toutes les écoles soient dotées de dispositifs de lavage des mains. Je vous assure, ça coûte moins de 35 000. Le plus cher, c'est 35 000. On peut commencer par les installer maintenant. Il faut qu'on fasse appel aux partenaires techniques. C'est toujours eux, mais quand même, on Il peut faut qu'on fasse contribuer. soi-même quelque chose Quelque d'abord. chose. Ouais, c'est pour ça qu'ils Longtemps, prennent déjà des Si dispositifs. on lave nos mains à la sortie, enfin au moment critique, c'est 40% de maladies qu'on évite à nos enfants et à nous-mêmes, puisque une main, ça passe partout. Je vous salue, vous saluez l'autre. Et je voulais vous féliciter pour l'initiative et je pense que à cette occasion, on va se revoir. C'est sûr. Merci beaucoup. C'est sûr. Merci beaucoup, Félix, d'être venu. Angela, merci. Et vous passez un très bon mardi. Après, Merci, William. après m'avoir donné du stress. Après vous avoir torturé. Torturé, voilà, c'est le mot. Allez, merci Pour beaucoup. finir avec Allez, tout ça, merci. il faut prendre un verre d'eau. Tout à l'heure, on l'a dit ce Ah, matin. mardi Prenez un prochain, bon verre je d'eau. vous Voilà, ai c'est servi pas un du verre d'eau. Vous voulez un verre de quoi? Un verre de jus? Un verre d'eau, Vous Angela. allez me Jus faire de un bon thé bissap. au gingembre. Hein? Jus de Un bon bissap, thé. Non, un bon thé au gingembre. D'accord. Et puis- Allez, Mais en attendant, servez faut la prendre un là-bas. verre d'eau d'abord. Non, vous finissez. Elle sera servie là-bas, rassurez-vous. On marque une courte pause, on vous retrouve dans un instant. Je t'attends. Eh mec, t'as rien oublié là? T'inquiète, toujours avec moi. Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. Ecomet. Nous sommes des professionnels de l'éducation spécialisée et de la formation technique. À Ecomet, Haute École des métiers techniques, nous vous offrons une formation adaptée dans les domaines de la biotechnologie, du génie civil, des énergies renouvelables, de l'électricité, de l'hydraulique. L'inscription se fait en ligne à l'adresse www.ecomet.net. La rentrée pour le 17 octobre 2018 est le dépôt des dossiers au siège de Ecomet, 6 à Tropokodji, non loin du cimetière PK14. Pour tout renseignement, contactez le 61 43 47 47 ou le 60 63 56 50. Nous voilà de retour sur ce plateau et nous sommes avec Maurice Tonton. Maurice, bonjour. Bonjour Awa Chérif, comment vous allez? Comment vous vous portez? Je vais très Vous bien. allez bien? Je vais très bien. Alors, les avis de nos internautes, la question du jour était celle-ci. Comment aidez-vous vos filles à gérer leur hygiène menstruelle? Ils sont nombreux à nous avoir répondu ce matin. Non, au risque de vous décevoir, Awa Chérif, pas beaucoup de commentaires ce matin, curieusement, par rapport à cette question du jour, mais on comprend aussi également, très peu de femmes ont réagi et les quelques hommes qui ont réagi ont estimé paradoxalement que c'est une question qui devait être gérée par les mamans, les mères de manière générale. Très peu de garçons ont proposé des solutions, vous allez voir les commentaires sur Facebook et sur Twitter essentiellement. Et nous commençons avec Fauvel Malone qui dit je ne sais pas beaucoup de choses, mais je crois que cette fonction vient à nos mamans, si je ne me trompe pas, écrit Fauvel Malone. C'est également l'avis de Sochoumen Isaac qui nous dit nos mamans sont bien placées pour répondre à cette question. Fulbert Mendeyon, quant à lui, nous dit qu'il est nécessaire de conseiller aux jeunes filles de laver ou de changer régulièrement leur couche afin d'éviter les infections de tout genre. C'est également ce que nous écrit
Kozak Deyo qui nous dit « Je ne suis pas une femme, mais je pense que dans des moments pareils, prendre une douche de façon fréquente aiderait et surtout laver les dessous pour celles qui utilisent les anciennes méthodes, tandis que les autres doivent changer leur couche de façon permanente. » Eman Akaba nous dit que nous devons conseiller à nos sœurs de bien se laver au moins 4 fois dans le temps, changer de dessous à chaque douche. Elles doivent utiliser des morceaux de paille et les laver régulièrement ou des couches jetables pour ne pas laisser passer le liquide. Utiliser un parfum ou un déodorant serait un atout pour chasser l'odeur. Voilà. On reste toujours sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires. Sosten Fascinon écrit je vois la question du jour comme une enquête qui pourra apporter un plus à tous les jeunes parents. Je pense que cela ne revient pas exclusivement aux mamans, écrit-il, mais aux deux géniteurs et peut-être même aux grands-parents s'ils sont encore en vie. Il faut apprendre à son enfant, écrit-il, dès le bas âge, la propreté et l'entretien corporel. Quand elle va commencer à avoir les menstrues, il faudra lui indiquer maintenant comment mettre et changer les garnitures et même comment gérer ces garnitures. Il ne faut pas les déposer n'importe où ni les conserver après usage, écrit Sosten Fascino. Julien Vignide nous dit cette question concerne nos mamans qui ont des filles à certains âges de leurs filles. Elles doivent commencer à conseiller des conditions d'hygiène aux filles concernant leurs menstrues, mais malheureusement de nos jours, les mamans ne jouent plus ce rôle. Boniface Zongossi écrit ce rôle incombe aux mamans. Ces dernières doivent expliquer les hygiènes qui y sont liées, de même que l'état fécond de la jeune fille pubère. Et nous allons terminer avec le seul commentaire que nous avons reçu sur Twitter ce matin, c'est Rafiou Ewenla Siakou qui dit « La gestion de l'hygiène menstruelle d'une fille ne devrait pas être un tabou dans un couple pour la progéniture. C'est bien une prérogative éducative de la maman en premier lieu, mais la famille doit avoir un jour de discussion entre ses membres et à cette occasion-là, tout peut se dire, conclut Rafiou Ewenla Siakou. » Voilà, tout pour les commentaires à cette question du jour de ce mardi. Merci à vous, Maurice Santon. Merci à On se retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas? On se retrouve dans 3 quarts d'heure pour la revue, moins de 3 quarts d'heure. Merci. Pour la revue du web. C'est bien d'avoir compris que c'est moins de 3 quarts. Parce que vous savez, nous sommes mardi et donc, comme tous les autres mardis, nous allons terminer à 8h45. Allez, on va passer maintenant à un autre invité avec qui nous allons parler de fatigue chronique. C'est notre coach formateur et avec lui, on parle de l'autocontrôle pour en finir avec la fatigue chronique. On installe rapidement Marcel Effon. Marcel Effon, bonjour. Bonjour madame. Comment vous portez? Très bien. Vous êtes coach formateur, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour Serge. Bonjour Marcel. Alors, aujourd'hui nous revenons vers un sujet très important, le sujet de la fatigue chronique. Pendant que je parle, on est à 8h08. Il y en a déjà qui sont fatigués ce matin, qui sont au bureau mais ils sont bien obligés de bâiller déjà, de se lever, d'aller revenir, ou alors juste de continuer à bavarder avec des collègues qui sont venus un peu plus tôt avec eux. Alors la question c'est quoi? C'est nous manquons d'énergie. Et l'énergie dont nous avons besoin, comme on l'a dit plusieurs fois sur ce même plateau, en un premier temps nous le canalisons, nous l'emmagasinons comme toute énergie dont on a besoin, comme tout carburant, mais après, dans quoi nous utilisons cette énergie? Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de la fatigue chronique. Alors, généralement, lorsque nous sommes chroniquement fatigués, on pense en réalité que c'est parce que nous ne sommes pas toujours reposés. La fatigue chronique est a priori effectivement due au repos, mais c'est beaucoup plus lié à la façon dont nous utilisons l'énergie que nous avons capitalisée ou dont nous disposons. Et en premier, nous allons parler de la fatigue émotionnelle. Et la fatigue émotionnelle, comme tout le monde le sait, tu rentres au bureau le matin, quelqu'un rentre, il aborde un sujet qui te fâche, alors ça commence, tu t'énerves. Tu t'énerves
parce que tu n'es pas content de ce sujet ou tu n'as pas envie de voir cette tête ce matin-là où ça te rappelle tout un scénario que tu as pris le temps de ranger, mais tout revient. Alors, le simple fait de commencer à s'énerver ce matin, tu déverses alors de la bile à l'intérieur de tes intestins qui transforme le milieu intérieur, mais qui impacte directement l'énergie dont tu as besoin pour utiliser au point de vue physique. Ce qui fait que, même si vous avez respecté les beaux consignes qu'on a données, à savoir les 8, premier 8, à savoir il faut observer un temps d'ingurgitation des aliments de midi à 20h. Après, de 20h à 4h, il faut laisser le temps aux aliments de se digérer, de se transformer en énergie. Et maintenant, de 8h à midi, leur laisser également le temps d'être utilisé le matin et d'éliminer alors les toxines qui sont restées. C'est ce que j'appelle en parenthèse les 8. Mais les gens ont respecté ces 8, mais sont surpris de ne pas avoir de l'énergie. Parce que lorsque vous venez au bureau et vous êtes obligé de commencer à vous énerver en premier, une bonne quantité de l'énergie que vous avez capitalisée la nuit, parce que vous avez respecté les 8, alors l'énergie commence à être dépensée dans la colère. Elle se dissout rapidement. Elle se dissout rapidement dans la colère. Ouais. Premier élément. Deuxième élément, il y en a quand tu rentres dans leur bureau, alors ils ont 1000 dossiers. Le bureau est très bien désorganisé et ils te diront « Ah, je m'en sors très bien. Je sais où se trouve tel papier, je sais où se trouve tel autre papier. » Mais ce qui se passe généralement, les 10 dossiers que vous avez dispersés sur votre bureau sont sous vos regards. Et quand vous asseyez pour vous occuper de un, il y a 9 autres alors qui sont en train de vous mettre la pression en vous disant « Mais à chaque fois, mais qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de moi ?» À un moment donné, n'ayant pas le choix, alors on abandonne le seul en face duquel nous nous retrouvons et on commence à patauger dans ces différents dossiers. In fine, la quantité d'énergie que vous avez n'a pas réussi alors à être concentrée sur un seul boulot et à le sortir du lot de boulot. Vous le dispersez sur tout, mais à la fin de la journée, vous n'avez rien fini. Alors, deuxième catégorie de perte d'énergie. La troisième catégorie de perte d'énergie, c'est la mauvaise gestion du stress. Excusez-moi. C'est la mauvaise gestion du stress. Il y a des patrons, comme on l'a tout le temps expliqué ici, le stress a deux choses. C'est positif, c'est négatif. Mais quand vous le gérez mal, c'est négatif. Alors, un patron a besoin que tu puisses être dépassé, que tu n'aies pas le choix que de faire l'impossible pour lui sortir un résultat dans son boulot. Il te met la pression. Mais cette pression, quand ça vient vers toi, tu dois pouvoir lui donner un nom. Un vrai gestionnaire d'énergie doit pouvoir dire, OK, le mec là voudrait bien ce matin que je lui sorte son dossier, que je le vide. Et c'est pour ça qu'il me met cette pression. Ça s'appelle mettre la pression pour que le travail puisse aller. Alors il faut le nommer. Lorsque vous ne le nommez pas, alors quand il vient, il commence à mettre la pression plutôt que vous compreniez qu'il veut que vous sortez le boulot, alors vous commencez à prendre négativement cette pression. Et c'est un bandit de l'énergie. Lorsque vous gérez mal votre pression au boulot, alors c'est un vrai bandit de l'énergie. Vous passez tout votre temps à vous énerver parce que ce patron est impossible. À chaque fois qu'il vient, tout le monde est sous stress. Alors du coup, tout le monde commence à tourner à rond. Et le cerveau, malgré les 1 milliard et plus de neurones qui sont prêts à nous accompagner dans n'importe quel projet, ces neurones-là sont désactivés parce que nous prenons le stress comme un élément négatif en ce moment et ça devient un très bon bandit de l'énergie. Alors, dans cette situation, comment on peut se comporter? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter tous ces stress-là? Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut commencer à nommer chaque situation qui constitue un bandit de l'énergie chez vous. Je viens de parler du stress du patron. OK? Plutôt que de dire que mais le gars là, il est encore revenu avec son stress, il faut lui dire, bon, il va encore nous trouver tout à l'heure des outils pour aller plus vite qu'avant. C'est aussi basique. Hein? Alors, ça fait que son attitude de stress, lui, il appelle ça le stress. Quand il est dans sa voiture, il dit, tu vas voir tout à l'heure. Lorsque je rentre, tout le monde va se mettre dans les rangs. Je vais leur donner une bonne dose de stress et chacun va se mettre au boulot. Mais toi, tu te prépares. Tu dis, OK, le mec là, il va venir tout à l'heure. Il va recommencer ce qu'il fait d'habitude. Et ça s'appelle chez moi, alors, l'outil qu'il faut pour percer le plafond et lui sortir le boulot le plus tôt possible. Donc, il faut commencer d'abord à nommer votre bandit d'énergie. Il faut le nommer, il faut le connaître. Et ceux qui savent, qui le connaissent et qui l'ont nommé, vous les voyez, quand le patron finit de faire son show, il se calme, il se concentre et il sort le boulot et puis le mec, il est calme aussi. Deuxième chose,
lorsque vous l'avez nommé... Quelle histoire de bandits. Oui, c'est des bandits d'énergie. C'est pour faire de la J'aime bien métaphore. ce terme que vous utilisez souvent pour les appuyer. Ce sont des bandits de l'énergie parce qu'on ne peut pas imaginer que l'énergie que vous avez pris soin, avec beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes de canaliser, qu'un matin, quelque chose vient le penser et que vous êtes là, vous êtes dépourvu et que vous recommencez à chercher. C'est des bandits d'énergie. Et vous savez, quand un patron vient, il vous met la pression, il vous fout le stress, c'est pas souvent facile de se maîtriser. Mais c'est là en fait le problème. Mais est-ce que pour autant, est-ce que vous pensez... Vous aimez bien son mot qu'elle utilise aussi. Il vous fout le stress. Oui. Bienvenue aujourd'hui au langage ordurier. Absolument, oui. Il vous faut effectivement le stress, mais en réalité, son objectif, ce n'est pas le stress. Son objectif, c'est de vous dire ce que vous n'aimez pas entendre, ce que vous n'aimez pas voir, pour que vous n'ayez plus le choix alors que de faire ce que vous devez faire. Mais ça peut être un stimulant, c'est un peu ce que vous dites. Oui, ça peut être un stimulant. C'est une bonne dose de dopamine qui vous empêche alors de rester tel que vous êtes et de percer le plafond. C'est vrai, il faut percer le plafond, mais quand nous, on le reçoit, quand vous recevez cette pression et vous le prenez négativement, ça peut... autre chose. Et c'est là que vous devez être un bon gestionnaire de votre énergie. Et c'est ce que nous apprenons aux téléspectateurs en ce moment. Le patron n'a pas pour objectif de vous rendre malade. Le stress, lorsqu'on le prend au point de vue négatif, il vous rend malade. Lorsque vous n'êtes pas un bon gestionnaire du stress, alors vous devenez malade du stress. Par contre, tout ce que vous voyez, les meilleurs artistes, les stars, lorsqu'ils doivent monter sur le podium, mais dans les couloirs, on a dû leur mettre une bonne dose de stress et quand ils montent, ils s'oublient et ils commencent à faire rire la foule. Et je vais vous donner une anecdote. Il y a un guerrier qui a dit, lorsque moi, je rentre quelque part et je veux finir avec vous ici dans cette salle, je permets aux gens alors d'être confus. Et cette confusion se retrouve où il laisse aux gens une petite porte pour que les gens puissent sortir. Pourquoi? Lorsque les gens n'ont plus le choix, lorsque les gens ont dos au mur, vous allez voir un vil paysan, alors avec sa machette, il peut finir avec 10 samouraïs. Et ça veut dire quoi? Il faut créer de la confusion lorsque vous voulez gagner la guerre en permettant aux gens d'avoir le choix de partir ou de rester. Mais ayant le choix de partir ou de rester, alors il y a un bon bandit de l'énergie ou de la concentration qui fait que alors ils sont dépourvus d'âme. Et en stratégie de guerre, les gens l'utilisent pour semer la confusion. Et je veux vous dire, lorsque vous êtes dispersés, il y a des gens qui me disent, pour canaliser leurs énergies, ils ne perdent pas le temps. Ils ont un plan B, un plan C, un plan D. Il y en a qui vont même jusqu'à 10 plans. Je dis, mais c'est faux. Lorsque vous avez le choix, vous avez toujours l'opportunité d'abandonner. Jusqu'à un moment où le patron vient et il fout le stress et dit, maintenant, vous me sortez ce dossier ou rien. Sinon, la journée aujourd'hui ne finit pas. Donc, lorsque nous n'avons pas le choix, effectivement, le cerveau se met en condition pour aller. Donc, la dispersion, par exemple, la distraction, les colères que nous avons, par exemple, des gens qui ne savent pas gérer leur stress, constituent alors des bandits d'énergie. Et ceux qui nous suivent en ce moment, si vous êtes dans vos bureaux ou si vous êtes encore à la maison, commencez d'abord à mettre de l'ordre autour de vous. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous avez 1000 choses à faire, n'oubliez pas, le temps que vous avez pour aller au lit est limité. Alors ce temps-là devrait pouvoir être utilisé pour faire une seule chose à la fois. Et quand vous commencez à le faire, vous vous rendez compte que vous éliminez progressivement les différentes tâches que vous avez. Mais si vous êtes dispersé, si vous ne nommez pas alors vos bandits d'énergie et que vous ne travaillez pas sur ces bandits, vous allez vous voir tout le temps en train de faire du surplace et on dira par fini que ce monsieur il est inefficace. Et comme vous le savez, on l'a tout le temps dit, vous êtes né comme un génie, vous êtes né pour briller, vous êtes né alors pour accomplir une grande mission. Et tant que vous ne l'avez pas fait, que vous faites du surplace, comprenez que vous êtes victime des bandits de l'énergie. Chers amis téléspectateurs, alors travaillons pour éviter les bandits d'énergie ce matin. Nous avons beaucoup appris avec vous, Marcel Ifon. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie et très bonne journée aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci Marcel, à mardi prochain. Inch'Allah. Allez, on va faire maintenant du sport avec Hugues Zisouzono que nous allons installer très rapidement. Nous allons faire du sport et c'est avec vous, Hugues Zisouzono. Bonjour. Bonjour, bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Zissouf. Allez, aujourd'hui, vous nous parlez de football et vous dites que Beckham rêve de Zidane comme entraîneur de Miami. Effectivement, l'ancienne star anglaise de football, David Beckham, a déclaré lundi 24 septembre qu'il adorerait que Zinedine Zidane devienne l'entraîneur de Miami lors d'une apparition à Hong Kong.
I would love to get Zizou as manager of Miami, and if he wants to come and be manager of our team, then he is more than welcome. But I think he'll probably have other offers from different places all around the world. He's one of my favourite people and players that I've ever played with, and he's a good friend. But no, I've not approached him. I've not approached him at all. But he's more than welcome to come and be my manager. Après le sport, c'est bien sûr du basket avec le résumé des éliminatoires du championnat d'Afrique des U18. Effectivement, on parle basket avec ce grand format sur le tour préliminaire du championnat d'Afrique des U18. La compétition s'est déroulée à Bamako. Il a fallu attendre la dernière journée des éliminatoires pour connaître les qualifiés pour le tableau des quarts de finale. Hormis le Mali, qui caracole en tête de groupe A, et le Sénégal dans le groupe B, toutes les autres équipes ont dû batailler ferme pour terminer dans le groupe des 8. À commencer par la Tunisie, qui après 4 défaites d'affilée, s'est qualifiée grâce à sa victoire face à l'Algérie après 2 prolongations. Score final 84-76. Jusqu'à la dernière minute, il aura tenu en haleine les spectateurs. Un match qui restera dans les annales. Libye, Guinée et Ouganda se disputaient la 4e place qualificative avec une victoire guinéenne qui aurait pu faire les affaires des Ougandais. Finalement, c'est la Libye, pour la première fois de son histoire, qui réussit à se qualifier en l'emportant de 2 points, 66-64 face à la Guinée. L'Égypte, l'Angola, la RDC, le Rwanda, le Sénégal et le Mali sont bons pour le 2e tour, mais luttent pour connaître leurs adversaires. Nous sommes au stade des demi-finales et la première demi-finale oppose le Sénégal à l'Égypte. Une demi-finale qui reste très équilibrée durant toute la partie et les deux équipes se donnent coup pour coup qui se solde sur le score de 72-72. Il faut alors attendre les prolongations pour voir le Sénégal s'envoler vers une double qualification Coupe du Monde et finale de cette 21e édition. Score à la fin de la rencontre 91-82 en faveur des Lionceaux du Sénégal. La deuxième, quant à elle, oppose le pays organisateur, le Mali, au champion en titre, l'Angola. Emmenés par son public venu très nombreux encourager les Aiglons, les Angolais, malgré leur témérité, n'opposent en fait aucune réelle résistance et perdent non seulement leur titre, mais voient le Mali se qualifier pour la Coupe du Monde U19, mais aussi pour la finale. Score de la partie 84-59 pour les Aiglons du Mali. La finale de cette année oppose deux équipes de la zone 2, à savoir le Mali au Sénégal. Jamais une finale des U18 en Afrique n'avait connu pareille affluence. 5000 spectateurs qui donnent de la voix pour supporter son équipe. C'est dans cette atmosphère que les Lionceaux remportent le premier carton de 3 points, 23-20. À l'Adjedjiko, le coach malien replace ses hommes qui mènent désormais au score à la mi-temps, 43-34. Une finale qui tient tout le monde en haleine et précisément les derniers instants de la rencontre. L'on s'accorde alors à tout regarder. Regardez bien à gauche, ce tir sénégalais crée tout un débat. Or, les images prouvent qu'il n'en est rien. À 1 minute de la fin, les deux équipes sont au coude à coude, 72-72. Commence alors l'épreuve de nerfs et c'est le Sénégal qui craque et accompagné par son public qui l'a soutenu durant toute la rencontre. C'est dans une liesse indestructible que le Mali se hisse pour la première fois de son histoire sur le toit de l'Afrique. Score de la partie 78-76 en faveur du Mali. Hugues, on reste toujours à Bamako avec l'apport des professionnels. Effectivement, à Bamako, les équipes sont pour la plupart venues avec des basketteurs professionnels pour aider la nation. Les raisons sont évoquées dans ce sujet. Pas moins de 25 joueurs professionnels pour cette 21e édition de l'Afrobasket U18 garçons au Mali. Une première pour cette catégorie d'âge où l'on a souvent vu des joueurs locaux. De toutes les équipes présentes à Bamako, c'est le Sénégal qui s'est taillé la part du lion avec pas moins de 8 joueurs dont la majorité vient des académies espagnoles. L'équipe d'Algérie, elle, a choisi la filière française avec 5 joueurs évoluant de la région à la Pro B, Moufok Sofiane étant la parfaite illustration. La RDC n'est pas en reste avec 4 joueurs issus des académies espagnoles et de Grèce. Enfin, la Tunisie, 2, le Mali, 6, l'Angola, 1, venant des États-Unis High School de Selton, sont les moins représentés.
L'Ouganda, la Libye, le Rwanda, la Guinée et l'Égypte ont quant à eux opté pour l'expertise locale. Qui en a profité? Les jeunes professionnels ont-ils répondu à toutes les attentes? C'est un plus pour l'Afrique parce qu'en tant que recruteur NBA, l'Afrique a toujours été recalée pour des raisons de niveau, pour des raisons athlétiques qu'on ne peut pas trouver sur le continent parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ces joueurs qui viennent jouer pour leur équipe nationale vont relever ces niveaux et va braquer le regard de beaucoup de grands championnats de recruteurs sur ces compétitions parce que nous avons des databases et je peux vous faire une confidence. Vous avez des joueurs comme le meneur Kanouté du Mali. Jamais on a regardé les meneurs en Afrique. Jamais. Mais vous voyez, ce genre de joueurs, ce genre de niveau, fait en sorte que maintenant ils peuvent prendre des meneurs, des ailiers, comme en Europe. C'est en fait ce qui est recherché en fait. Et on a vu beaucoup d'apports des jeunes expatriés. Et dans chaque équipe, on trouve des jeunes qui sont dans les high schools aux États-Unis, qui jouent en Espagne dans les académies. Et ça a vraiment relevé le niveau de la compétition ici. Franchement, ils ont apporté. Si tu regardes dans les catégories, par exemple la division des bas, des rebonds, c'est la plupart des jeunes qui jouent à l'extérieur. Franchement, ça a apporté un plus à l'équipe. Et ça, tu vois même le niveau de la compétition, ça fait combien d'années que je regarde cette compétition. Mais cette année, je vois que le niveau est vraiment un peu élevé par rapport aux années précédentes. Parmi ceux-ci, on peut citer Biram Faye avec une moyenne de 22 points et de 16 rebonds. Il est le meilleur rebondeur avec 118 rebonds. L'Angolais Selton Miguel, l'arrière d'1,92 m, affiche une moyenne de 15 points, 3,7 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Le Congolais Pierre Kasereka, meilleur marqueur avec 167 points et meilleur tireur à 3 points avec 22 tirs. Moi, j'aurais préféré utiliser les joueurs locaux parce que ceux qui ont à l'étranger, ceux qui ont de l'expérience, qui jouent à l'extérieur, oui, ils jouent là-bas, mais on a besoin beaucoup plus de joueurs expérimentés. Alors, si on amène, comme on a fait au cas du Rwanda, on a amené des joueurs locaux, et aussi ils gagnent l'expérience. Je vois que quelques équipes, ils ont très bien profité de ces joueurs à bien gagner quelques matchs qu'ils ont avec l'expérience de ces joueurs. Et je vois que les autres qui n'ont pas profité du tout, même l'Algérie qui a 5, je crois qu'ils ont 5, oui, et ils n'ont pas même gagné un seul match. Il faut dire franchement qu'ils ont un grand apport dans ce tournoi. Cela n'est pas dû au fait seulement qu'ils jouent en Europe, aux États-Unis, mais c'est dû plutôt au fait que c'est des gens qui ont été formés ici au Mali d'abord. J'ai vu en ces enfants des gens qui gardent quelque chose en eux, le patriotisme, qui ont toujours un côté malien très fort, voilà, et qui me parlent toutes les nuits, coach, nous n'avons besoin que de défendre ces couleurs. Hugues, on revient à vous, ce sera tout, n'est-ce pas? Avant de partir, il faut noter que Luka Modric a remporté The Best of the FIFA. C'est le meilleur joueur de l'année désigné par la Fédération internationale de football association. Alors, on se retrouve demain. Vous allez retrouver demain Hospice Métoli et ce soir, n'oubliez pas les rendez-vous sur la télévision nationale. La Coupe du monde féminine de basket continue. Merci beaucoup à vous, Hugues. Merci. Merci Yawa, merci Serge. Merci Zinsou, à demain. Allez, on va retrouver maintenant Ulvaeus Balogun, c'est lui qui a feuilleté pour nous les journaux. Il nous en présente le kaléidoscope. Ulvaeus Balogun, bonjour, bienvenue. Bonjour Awa Chéri. Avec vous, la revue de presse. Tout à fait. Et deux sujets essentiels sont à la une des quotidiens parus ce mardi. Il s'agit de la désignation des représentants du Parlement au sein des commissions communales d'actualisation de la LEPI et du vote du budget de l'Assemblée nationale.
Tout à fait, Awa Chérif, et c'est La Nation qui donne le ton en manchette. Commission communale d'actualisation de la LEPI, liste intégrale des 154 représentants du Parlement. Selon le journal, plus rien ne bloque désormais le processus d'actualisation et de mise à jour de la liste électorale permanente informatisée. Le quotidien Kinikini évoque également cette actualité en manchette, mais préfère publier la liste des membres désignés par la majorité parlementaire, car estime le journal, alors qu'ils étaient accusés d'avoir bloqué le fonctionnement du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, la majorité parlementaire a voté à l'unanimité des députés présents et représenté la liste de leurs représentants. Le matinal ne reste pas en marge de cette information et fait le point au plan national. Le journal écrit la liste des 154 membres de la commission communale d'actualisation des 77 communes publiées. L'autre actualité qui fait la une des journaux et dont vous parliez est le vote du budget de l'Assemblée nationale. La Nation revient à la une, exercice 2019. L'Assemblée nationale se dote enfin de son budget. On apprend dans le quotidien que les députés ont fini par approuver le dossier après moult reports sur fond de vives controverses. Ainsi, le projet de budget adopté s'élève à plus de 17 milliards de francs CFA contre environ 14 milliards de francs CFA en 2018, soit un taux d'accroissement de 28,4%. Et selon le président de la commission chargée des finances à l'Assemblée nationale, cet accroissement est essentiellement dû aux dépenses exceptionnelles qu'exige la fin de la législature, notamment le sevrage des députés non réélus, celui du personnel contractuel sortant des membres de la conférence des présidents et des responsables politico-administratifs, le renouvellement de matériel des membres de la conférence des présidents, l'acquisition des attributs et du matériel informatique aux députés de la 8e législature. Le matinal parle de cette même information et écrit « Budget 2019 de l'Assemblée nationale, 18 milliards de francs CFA pour les députés ». Le journal précise que ce budget de transition conduira aux législatives de 2019 et explique également qu'après cette adoption, le projet de budget de l'Assemblée nationale 2019 sera incorporé au projet de loi de finances de l'État gestion 2019 déjà transmis au Parlement par le gouvernement. Et donc, l'examen et le vote de l'ensemble du projet du budget général de l'État gestion 2019 auront lieu à la faveur de la session budgétaire de l'année 2018 qui s'ouvre en octobre prochain. Et la Nation nous dit que le tarif routier a repris à Malanville grâce à la déviation aménagée. Tout à fait, avec la Nation, au regard de l'importance de cette route dans les échanges commerciaux entre le Bénin et le Niger, la Direction générale des infrastructures a maintenu la pression sur l'entreprise chargée des travaux de reconstruction du nouveau pont pour qu'elle livre au plus vite la voie de déviation, nous apprend la Nation, qui précise que selon le directeur général des infrastructures, sur cette déviation, la circulation sera alternée sous la direction des forces de sécurité publique. Et vous nous dites, Ulvaeus, qu'il y a une information insolite à lire dans Fraternité. Il s'agit de quoi, Ulvaeus? Eh bien, c'est une information qui est à la page 6 du journal Fraternité. C'est notre consoeur Marina Ounou qui nous dit que, complexés par la taille de leur sexe, nombreux sont les hommes qui ont recours à diverses pratiques pour agrandir leur verge. Et tenez-vous bien, cela passe par la médecine moderne ou traditionnelle ou encore par le maraboutage. Elle explique que la situation est telle qu'elle s'observe de plus en plus dans les rues, au niveau des carrefours, des affiches offrant la possibilité d'agrandir son sexe. Mais selon l'avis d'un médecin qu'elle a pris le soin d'interroger, la taille de la verge est une question relative. Cela n'intervient en rien par rapport à la fertilité de la personne si l'homme arrive à éjaculer et de prévenir que ceux qui se risquent à agrandir leur sexe sont exposés à la baisse de leur libido. C'est l'essentiel pour la revue de presse aujourd'hui. Merci à vous, Ulvaeus. Quelle histoire de libido! Quelle histoire libidique! Ah ouais, c'est vrai que vous pouvez voir ça hein, dans les différents carrefours. C'est écrit gros, long, etc. C'est une véritable connerie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre mot pour le désigner. Merci, Ulvaeus, d'avoir attiré notre attention là-dessus. Merci. Merci à la consoeur de Fraternité qui a fait son enquête sur le sujet. Allez, merci. Vous passez un excellent mardi. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. D'une revue à une autre, on retrouve maintenant la revue du web. C'est Maurice Segla-Tantan qui a écumé le web. Il a une info plutôt croustillante à l'occasion de cette 73e Assemblée générale des Nations unies.
Maurice Tontement, bonjour de nouveau, bienvenue. Merci, Awa Chérif. Quelle information vous nous apportez ce matin? La première dame, il dit première dame, non, ce n'est pas la première dame, c'est la première. La première ministre néo-zélandaise qui est apparue à cette session de l'Assemblée générale des Nations unies avec son bébé de 3 mois. Absolument. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a défrayé la chronique hier lundi en amenant son bébé aux Nations unies pour le plus grand bonheur des photographes, mais aussi des participants à cette Assemblée générale. Jacinda Ardern, il faut le dire, elle a 38 ans et avait amené sa fille de 3 mois qui s'appelle Neve avec elle à un sommet en l'honneur de Nelson Mandela qui réunissait lundi à l'ONU à New York les représentants de 130 pays dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. La première ministre a laissé le bébé tétine à la bouche entre les mains de son partenaire Clegg Gayford le temps de prononcer son discours avant de le reprendre dans les bras et de l'embrasser sous l'œil attendri des autres délégués néo-zélandais. Clegg Gayford a d'ailleurs tweeté le badge de l'ONU porté par la fillette qui l'identifie tout simplement comme la première bébé néo-zélandais. C'est New Zealand First Baby qui est écrit sur le badge de la petite fille. Interrogée à la télévision sur le programme de Today Show de la chaîne NBC, elle disait en riant que cela avait semblé parfois aussi dur de diriger un pays que de s'occuper d'un bébé de 3 mois pendant un vol de 17 heures, le temps qu'il faut pour rallier New York depuis la Nouvelle-Zélande. Pour la culture générale, il faut le savoir que Jacinda Ardern n'est pas la première femme, n'est pas la première chef de gouvernement tout simplement à avoir eu un enfant en étant au pouvoir. En 1990 déjà, la Pakistanaise Benazir Bhutto avait eu un bébé alors qu'elle était chef du gouvernement de son pays, mais c'est bien sûr la première ministre néo-zélandaise qui est la première femme à avoir porté son bébé aux Nations Unies. Ah ouais, c'est un bébé légendaire. C'est un bébé légendaire. Vous avez vu à la une de Guardian ce matin, ils ont bien mis Jacinda Ardern a fait l'histoire en amenant son. Je pense que c'était bien l'histoire. C'est un bébé privilégié. Il faut pouvoir le faire. Ouais, c'est un bébé privilégié, mais en même temps, c'est... Un bébé qui fait 17 heures de vol à 3 mois, c'est quand même... C'est osé. C'est osé, vraiment. Ouais. Je suis sûr que par ici, sous les tropiques... Enfin, le papa aurait été inquiet, c'est toute la famille qui vous tombe dessus carrément. Vous m'emmenez mon enfant, qui a dit ça? Il va prendre l'avion. Mais c'est comme ça, on a l'habitude de réagir la plupart du temps sur des choses. Vous ne l'auriez pas fait, vous? Certainement pas. Ouais, ce serait avec plaisir que je laisserais mon enfant aller aux Nations Unies, on dit là. C'est pas à Porto Novo, c'est pas à Dassa non plus. Mais après, la première ministre néo-zélandaise, elle est chef du gouvernement, elle a des obligations, donc elle est bien obligée de partir. Après, elle ne peut pas laisser l'enfant de 3 mois à la maison. Donc, mais en même temps, c'est que ici, on aurait calculé toutes les charges, on aurait vu la charge de la babysitter. Mais vous avez remarqué qu'elle est partie avec son partenaire. Exactement. Qui gardait l'enfant pendant qu'elle travaillait. Et dans son tweet, on ne l'a pas traduit en entier, mais il a dit qu'il aurait aimé capturer le moment où il y a une membre de la délégation japonaise qui est entrée dans une salle de réunion au moment où il changeait les couches de l'enfant. Elle était surprise. Au moment où lui-même il changeait les couches de l'enfant. Donc, ça, j'imagine aussi, ça par ici chez nous, on voit le papa en train de changer les couches pendant que c'est la maman qui est au pupitre en train de parler français. Et vous imaginez la scène. Les choses ont quand même changé, Serge. On commence par accepter ça tout doucement, je crois. Les choses ont changé. Les choses changent. Oui, les choses changent. Vivement qu'elles changent davantage pour que l'on ne laisse plus toujours la femme à l'arrière-garde, qu'elle soit au back-office, comme vous aimez bien pour utiliser un terme qui vous est cher. Laissez au back-office. Bon, d'accord. Non, mais c'était du bon à savoir. Ouais, une assemblée générale qui s'ouvre, dit-on, quand même, sans des ténors comme Vladimir Poutine ou encore Xi Jinping. Et pourtant, il y a la crise en Syrie qui continue.
et que ces deux soient absents, j'imagine un peu ce que ça peut fausser dans les différents calculs et dans les différentes interventions. Si tant est qu'on parle de Nelson Mandela, qui s'est toujours battu pour les droits, pour la paix, et qu'on en a eu à continuer encore à avoir des foyers de tension un peu partout dans le monde. Bon, les foyers de tension, ça ne peut pas finir du coup. Ça devrait arrêter. Je pense que l'objectif des Nations Unies en priorité même, c'est de construire un monde durable de paix. Donc, ça doit être très, très important pour les chefs d'État qui se réunissent de pouvoir trouver des solutions à ces foyers de tension. Mais au-delà, moi, je pense aussi, et en tant qu'Africains, à la crise des migrants, qui doivent aussi interpeller les dirigeants africains, mais aussi les dirigeants du monde entier, parce que voilà, quand vous voyez comment la question des migrants est traitée, notamment en Europe, ça laisse à réfléchir. Ils sont bien nombreux, ces pays-là, qui refusent de les accueillir. Et dans ces pays, ça fait monter les extrêmes. Le navire Aquarius qui a encore des migrants et qui ne sait pas où est-ce qu'il faut qui demande à titre exceptionnel à accoster à Marseille. Et pour le moment, ça n'est pas encore accordé. Je trouve ça un peu aberrant. Mais il faudrait quand même que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Il faut créer les conditions pour pouvoir garder la jeunesse. Qui permettent aux jeunes de rester chez eux. Mais sinon, vrai que on a toujours pensé que le meilleur est ailleurs, alors que chez soi, on peut créer un environnement. La crise, elle est tout de même transversale. Voilà. Ce n'est pas que les Africains. Il y en a bien d'autres également qui viennent, Absolument. Qui viennent les responsabilités des autres pays. sont partagées. Après, je pense que nous sommes dans un monde aussi très mondialisé. Et donc, c'est très facile de dire c'est les Occidentaux, d'accuser tel ou tel. Donc, je pense que c'est chacun qui doit prendre ses responsabilités. Les Africains en premier, les dirigeants africains en premier, parce que sur le même continent, vous voyez des jeunes qui ont des diplômes ou bien même qui ont la capacité de travailler sur leur continent, mais qui, en désespoir de cause, prennent le large. Et qu'il y a des dirigeants qui mènent des vies assez luxueuses, des enfants de dirigeants qui traînent avec beaucoup de liquidités. Vous avez vu le cas de l'enfant du président équato-guinéen récemment. Voilà. Donc, il y a des contrastes qui ne peuvent pas laisser les gens indifférents. Et donc, à ce niveau-là, je pense que... Une chose est certaine, la jeunesse l'aura prouvé à satiété, à foison, c'est que lorsque ça se lève et que ça se soulève, il y a que ça fait véritablement mouche. Et donc, on l'aura désormais compris, c'est un peu partout. Il faut savoir raison garder. Il faut créer les conditions pour que les uns et les autres puissent travailler correctement où qu'ils se trouveront. Pour travailler correctement, il faudrait que les autorités puissent prendre leurs responsabilités, surtout nos dirigeants africains. Bien sûr. Moïse Tantan, merci beaucoup. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, c'est bien terminé pour aujourd'hui. Boucler. Oui, c'est terminé, Serge. Maurice, merci. On se retrouve demain. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour 5 sur 7 matin de ce mardi. On se donne rendez-vous demain. À demain, 5 sur 7.